La révolution de l'amour, de l'humour et de la paix. François Rocher. Le monde que nous connaissons est en train d'évoluer vers une forme plus libre et respectueuse de la vie. Pour ce qui concerne l'écologie, le respect des animaux, l'élaboration de nouvelles structures coopératives, de nouvelles monnaies ou encore de nouveaux axes de démocratie, il est de la responsabilité de chacun de nous de participer à l'union de l'humanité vers un avenir harmonieux. Afin de permettre la diffusion de ce message au plus grand nombre et afin d'être en adéquation avec les valeurs que je porte, j'ai décidé d'offrir gratuitement ce livre. L'amour de la vie ne peut évidemment pas être freiné par quelque chose d'aussi futile et illusoire que l'argent. Le but de ce livre, par l'écriture de ce livre, j'ai eu envie de partager avec chacun de vous cette idée que le monde que nous connaissons est en train d'évoluer vers une forme plus libre et respectueuse de la vie. Un grand nombre d'évolutions, de révolutions, de prises de conscience ont lieu aux quatre coins du monde en ce qui concerne l'écologie, le respect des animaux, l'élaboration de nouvelles structures coopératives, de nouvelles monnaies ou encore de nouveaux axes de démocratie. De nombreuses luttes sont menées tous les jours et mériteraient d'être davantage mises en lumière. De même que le fait trop peu observé qu'elles possèdent un point de convergence, la volonté de voir émerger un nouveau monde plus libre, plus juste, plus humain, où l'amour universel est au cœur de chacune de ces dynamiques. Il est de la responsabilité de chacun de nous de participer à l'union de l'humanité vers un avenir harmonieux. Afin de permettre la diffusion de ce message au plus grand nombre, afin d'être en adéquation avec les valeurs que je porte, j'ai décidé d'offrir gratuitement ce livre à toute personne qui le souhaite par le biais de l'association Corps, Esprit, Aime-toi. L'amour de la vie ne peut évidemment pas être freiné par quelque chose d'aussi futile et illusoire que l'argent. Si le message et le contenu vous paraît important à partager, vous avez la possibilité de faire voyager ce livre de main en main, de soutenir financièrement le projet par l'intermédiaire de la page Tipeee ou encore en participant à sa diffusion en le commandant sur le site https://www.evolution-libre.com. La révolution de l'amour, de l'humour et de la paix. Le lien Tipeee, la révolution de l'amour, de l'humour et de la paix. Maintenant que cela est dit, place au spectacle. On va se marrer. L'éditeur, il m'a dit « On n'a jamais vu autant de folie dans un si petit livre. C'est open bar. Régalez-vous. » Un cœur pur à la naissance. Lorsque nous venons au monde, nous naissons tous avec un cœur pur. Dès notre premiers instants, nous vivons dans la spontanéité, la joie, l'émerveillement et partons à la découverte de notre corps et du monde qui nous entoure. Il n'y a pas de spectacle plus époustouflant que celui de la vie. Chaque instant vécu nous fascine. Tout est si nouveau. Il y a tellement à observer. Tant de choses pour le plaisir des yeux. Et comme il est amusant de pouvoir remuer ses jambes, que l'on peut déplier à souhait, ses bras qui peuvent monter haut vers le ciel, et tous ses doigts pour saisir de merveilleux objets. Nous découvrons alors les plaisirs du toucher. Chaque contact, chaque objet fournit un nombre illimité de sensations agréables et étonnantes. Et d'un coup, j'existe. Je peux prendre, je peux agir. J'existe car je prends l'objet qui m'attire, que j'ai envie de toucher. Je peux. D'ailleurs, je me souviens, quand j'étais petit, par la magie de la vidéo, prendre un plaisir incroyable à écraser les boules du sapin qui faisaient un bruit merveilleux en pliant. Je peux aussi plus tard me déplacer, explorer, découvrir, conquérir d'immenses espaces, avec de nouveaux objets, de nouvelles rencontres, de nouveaux mondes. Je découvre la chaleur du soleil, ainsi que les caresses du vent et de la pluie. Chaque chose, même la plus petite, est remplie de mystères. Et la plus minuscule des fourmis, à l'immensité du ciel, tout est si fantastique, si étonnant, si magique. Oh, regardez-moi, ces gigantesques nuages qui volent si haut, si haut. Et je peux communiquer mon émerveillement par des mots, ou juste des sons, des cris de joie ou de surprise. Et je peux rire, qu'il est si bon de rire.
la meilleure chose qu'il soit. Il est également agréable de manger, de jouer et de dormir, mais ce que je préfère, c'est de rire. Je communique tout ce que je ressens, je partage sans me soucier de ce qui est acceptable ou non. D'ailleurs, je n'ai aucune idée de ce qui est ou n'est pas acceptable. Je découvre tout. Je communique tout sans y réfléchir. Les jeunes enfants n'ont pas honte du passé. Ils n'ont pas peur de l'avenir et vivent juste dans la magie du moment présent. Ils expriment clairement et simplement leurs émotions. Lorsque quelque chose ne va pas, ils y réagissent intensément. Mais ensuite, n'y pensent plus et repartent jouer. Ceci est vrai pour moi, comme pour toi, et pour tous. Nous sommes tous venus au monde, libres comme le vent, purs comme des anges, et heureux comme des fous. Dès notre naissance, même si le cœur est pur, nous désirons naturellement ce qui est agréable, et rejetons ce qui l'est moins. C'est de ce processus de quête des plaisirs que provient l'attachement à ces plaisirs, la peur de ne plus y avoir accès, ainsi que la tristesse, la colère et la frustration. Et c'est alors, par une éducation bienveillante et éclairée, que l'on parvient à établir une vie équilibrée, adaptée à notre nature profonde, et qui satisfait à nos besoins, tout en respectant ceux de notre entourage. Les altérations du cœur. En grandissant, nous avons appris à nous sociabiliser avec nos parents, notre famille, puis le reste de l'humanité. Nous nous sommes efforcés d'agir et de réagir selon les normes de la société dans laquelle nous vivons. Et quelle société! Avec cette règle principale d'être sérieux et de faire semblant de ne pas avoir le temps, tout en perdant justement celui que l'on possède à courir après des bouts de papier, des chiffres et de la ferraille que l'on appelle argent. Ne fixe pas les gens comme ça, ils pourraient finir par te parler. Et ne danse pas, ne chante pas surtout. On pourrait croire que tu es fou, ou pire, heureux. Nous avons souvent limité notre liberté d'être et adapté notre comportement en fonction de ce qui est acceptable. Et nous avons commencé à nous éloigner, petit à petit, de notre vraie nature, de notre vraie personnalité joyeuse, aimante et libre. Ce changement s'est fait de manière progressive, jour après jour. Est-ce grave, docteur? Bien sûr que non, puisque nous pouvons en prendre conscience et décider de changer. Je peux dès à présent choisir de changer là, tout de suite, alors que j'ai ce livre entre les mains. Je choisis d'enchanter ma vie. De même que nous avons progressivement entraîné notre esprit au sérieux et à la platitude, nous pouvons tout envoyer promener et retrouver notre émerveillement et notre humour. Le principe même de la vie n'a pas perdu de sa magie. Bien sûr, la société dans laquelle nous vivons est contaminée par le sérieux, mais il ne tient qu'à nous de la changer. Pour cela, il est important de comprendre comment elle fonctionne pour pouvoir lui apporter le remède adapté. Je peux choisir d'afficher un sourire sur mon visage le plus souvent possible, de porter des tenues diverses, festives, humoristiques, ne serait-ce que pour le week-end. Et l'humour bienveillant peut s'infiltrer partout. À nous d'être créatifs. Et quand je dis nous, c'est pour introduire l'idée que nous sommes de plus en plus nombreux à entamer cette démarche, ne serait-ce que par le nombre de plus en plus important de clubs de rigologie ou de yoga du rire, dont on dénombre plusieurs centaines en France et plusieurs milliers dans le monde. Le nouvel rire mondial du est en marche et personne ne pourra l'empêcher. Allons, rieurs de la planète, le temps de rire est arrivé. Contre nous, de tout ce sérieux qui nous empêche de vivre heureux, le fou rire sonnant est lâché. Reprenons. Les humains nés avant nous vivent d'une manière qui favorise les blessures de l'âme que sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Et ces blessures ont abîmé leur cœur et leur esprit. Ce qui fait que certaines d'entre elles se sont terriblement éloignées de leur vraie nature joyeuse, puisque leur cœur blessé est rempli de souffrance. Et que fait une personne qui est remplie de souffrance? Elle la transmet à son entourage pour tenter de s'en libérer, ce qui infecte de nouvelles personnes
qui probablement iront également la partager avec leur entourage. Il nous arrive tous de transmettre involontairement notre souffrance. Alors reconnaissons que ces blessures existent en nous. Pardonnons-nous d'avoir participé à partager cette souffrance, sans nous juger. Toutes les personnes qui sont médisantes, violentes, par les mots ou les actes, sont des personnes infectées par ce poison émotionnel qui noie leur esprit dans la brume. Elles vivent dans une représentation du monde qui est totalement faussée. Elles portent des lunettes qui font voir la vie en sombre. Quand le soleil brille, il fait trop chaud. Quand la pluie tombe, le temps est triste. Quand un voisin rit, il rit forcément d'elle, et cela sans fin. Parfois, elles ne parviennent plus à voir la beauté du monde pour ce qu'elle est, et ne peuvent également plus voir la bienveillance sans suspecter une quelconque tentative de manipulation. Comment pourrait-elle envisager que quelqu'un soit bon avec elles, alors qu'elles ont oublié que leur vraie nature, ainsi que celle de tous les humains, est de jouir de la vie, de rire et d'aimer. Elles ont oublié que leur cœur est pur, et aucune vengeance de votre part ne pourra les aider à s'en souvenir. On ne guérit pas une blessure en infligeant une autre blessure. Il n'y a que l'amour qui puisse leur rappeler qui elles sont. Or, certaines d'entre elles sont tellement blessées qu'elles y sont devenues pratiquement hermétiques. Leurs lunettes, qui font voir la vie en sombre, sont bien en place. N'essayez pas de forcer leur cœur à s'ouvrir à la bienveillance. L'amour trouvera toujours un jour son chemin. Un jour, la vie leur fera tomber ces vieilles lunettes et elle leur enverra de nouvelles qui font voir la vie en rose, ou déjà en un peu moins sombre. Concentrons-nous plutôt sur notre propre guérison et gardons en nous de la compassion pour ces personnes. Il y a fort à parier que tu n'es pas réellement la personne que tu crois être, car tu t'es identifié à tes blessures et à tes croyances limitantes pour jouer un rôle qui n'est pas réellement toi. Surprise! Un jour, tu ouvres un livre qui t'explique que tu n'es pas toi. Tu t'observes alors dans le miroir pour regarder si tu es réellement quelqu'un d'autre. Tiens, oui, ce visage n'était pas si sérieux quand j'étais plus jeune. Et oui, ta première erreur est de croire que cette personnalité altérée est la tienne. Le problème est que tu joues ce rôle depuis tellement longtemps que tu t'es persuadé d'être cette personne. Et il en va de même pour chaque être humain autour de nous. Combien de fois nous sommes-nous retenus de sauter de joie, de chanter, de danser ou de communiquer notre amour? C'est un fait, nous vivons tous des existences qui ne sont pas les nôtres. Lorsque tu croises quelqu'un que tu n'apprécies pas ou qui t'a fait du tort, c'est ce rôle que tu n'apprécies pas, ce rôle dans lequel il est maintenant prisonnier, dont il est la première victime, car il ne correspond pas à sa vraie nature. Ta deuxième erreur est de croire que le rôle de cette personne, endossée malgré elle, est sa vraie personnalité, ou alors qu'elle pourrait facilement en changer, alors qu'elle est tout comme toi persuadée que telle est sa vraie nature, puisqu'elle a oublié que son cœur était pur et qu'il a été altéré par la souffrance. Pour ne plus être aveuglés par ces illusions et développer notre empathie, nous devons apprendre à voir nos blessures pour les reconnaître ensuite chez nos semblables et ainsi les voir au-delà de leur masque. Lorsque nous aurons les yeux parfaitement ouverts, nous verrons que nous sommes tous des enfants au cœur pur. Retrouver sa vraie nature, le bonheur d'être soi. Tant que la personnalité que nous affichons en public dans la société est éloignée de notre vraie nature, toute notre âme se trouve perturbée et il nous est impossible d'être en paix avec nous-mêmes et avec les autres. Nous pouvons bien entendu faire des efforts incroyables pour essayer de nous persuader que tout va bien. Peut-être pouvons-nous habilement tromper notre monde, mais la paix nous restera à jamais inaccessible. Il y a une citation de Gandhi que je trouve assez juste sur la définition du bonheur. Le bonheur, c'est lorsque vos actes sont en accord avec vos paroles. S'il est important que nos actes soient en accord avec nos paroles, il est tout aussi primordial que le tout soit en concordance avec notre nature profonde pour retrouver notre vraie personnalité
il est important de remettre en question chacune de nos manières d'agir et de réagir aux événements de notre vie, de nos schémas de pensée, notre manière de nous déplacer, les mots que nous utilisons, les émotions que nous exprimons. Pour ce faire, la méditation peut être une grande aide pour apprendre à ne pas réagir instinctivement avec les anciens modes de fonctionnement et laisser ainsi place au changement. Prends le temps de penser à comment tu aimerais réagir à telle ou telle situation et entraîne-toi, car rien ne vaut la pratique et la répétition pour inscrire dans ton esprit ta nouvelle manière d'être qui ne sera plus celle que l'on t'a imposée, mais celle que tu auras choisie. Mais comment savoir que changer en nous? Comment savoir ce qui nous définit réellement et ce qui peut être changé? La réponse nous vient du formidable livre L'homme D de Luc Rinehart. Tout peut être redéfini. Vous pouvez, comme lui, expérimenter de nouvelles activités professionnelles ou de loisirs, de nouvelles manières d'être, aussi éloignées possible de ce que vous croyez être, et vous découvrirez l'immense richesse de votre être et l'extraordinaire plaisir de vivre. On pourrait donc résumer le bonheur à cette petite phrase : le bonheur, c'est d'être pleinement soi. Extrait de la pièce de théâtre fictive L'homme aléatoire. Acte 1, scène 1. Pierre, : Gérard, tu es bien CRS ? Gérard, : oui, pourquoi ? Pierre, alors que fais-tu en tutu jaune fluo ? Gérard, ah ça, c'est à cause du livre de l'homme D qui explique qu'on peut tenter des trucs pour sortir du quotidien, explorer des expériences opposées à notre ancienne vie. Eh bien tu vois, danser c'est pas mal. Tu vois, a fortiori, j'ai l'impression de m'envoler. Pierre, mais demain, tu reprendras ton poste ? Gérard, affirmatif, mais je viendrai dans les manifs pour profiter de la musique. Bon, je viendrai pas en tutu, l'esprit est là, crois-moi bien. Quelques activités révolutionnaires. Il existe un grand nombre d'activités qui permettent de libérer le potentiel créatif de notre être, tels que les cercles de chant spontané, le théâtre d'improvisation, les ateliers de danse libre, le contact improvisation ou la pratique du yoga du rire. Je suis convaincue de l'extraordinaire pouvoir de guérison contenu dans ces merveilleuses pratiques. C'est pourquoi je tiens à vous en faire une rapide description qui, j'espère, vous amènera à vous y intéresser. La danse libre. La danse libre est une danse de l'improvisation, c'est-à-dire qu'il n'existe aucune chorégraphie à suivre ou à apprendre. Le plus important est de se laisser vivre, de se laisser danser, sans y mettre la moindre intention. C'est une exploration des sens et du mouvement. C'est un retour à l'expérience sensorielle du mouvement, de la pesanteur, de la respiration, de l'élan et de la tension et de la détente. Elle possède également une dimension sacrée qui permet d'exprimer toute la richesse des sentiments par une reconnexion au corps et aux émotions, en respectant ses rythmes et son énergie. C'est une invitation à danser la vie. La pratique de la danse libre permet de se sentir plus ancré, de mieux occuper l'espace, d'être plus fluide dans sa manière d'être. On apprend à s'autoriser tout type de mouvement sans retenue, de la même manière que l'on souhaiterait pouvoir exprimer toute parole sans retenue. Tu peux pratiquer la danse libre à tout moment, elle ne doit pas nécessairement être esthétique, peut être pratiquée seule ou en groupe et aucun cadre n'est requis, ce qui permet son déploiement en plein air, dans l'espace public. On pourrait imaginer une ville où les gens arrêtent de marcher droit, comme des piquets, et s'autorisent à déambuler de manière fluide et spontanée. On se dirait « Oh, regarde ce type-là, il marche sérieusement. Quelque chose ne va pas. Allons le réconforter. » Le contact improvisation. Le contact improvisation est une danse qui naît du contact physique avec un ou plusieurs partenaires. Les mouvements évoluent au fil des inspirations. C'est une forme de dialogue par le toucher. Si l'on peut résumer la danse libre comme une reconnexion à soi, je dirais que le contact improvisation est une reconnexion à l'autre
au niveau physique et émotionnel. On se découvre d'une manière tout à fait fascinante. En dehors des mots, on se roule, se porte, se supporte, se glisse, s'attire, se repousse, se surprend, en oubliant les prénoms, les métiers, les âges. Le yoga du rire. Le yoga du rire est un concept révolutionnaire, né de l'idée originelle du docteur Madan Kataria, un médecin de Mumbai, en Inde. Il a lancé le premier club de rire dans un parc le 13 mars 1995, avec seulement une poignée de personnes. Aujourd'hui, le phénomène est mondial, et des milliers de clubs de rire sont aujourd'hui recensés dans plus de 105 pays. La pratique du rire possède de nombreux bienfaits. Elle permet d'évacuer le stress, de réduire la tension artérielle, de renforcer le système immunitaire, de réduire la douleur, d'augmenter la confiance en soi, ainsi que son niveau de bonheur. Elle permet également d'améliorer les relations et de simplifier l'ouverture à de nouvelles personnes de notre entourage, en facilitant notamment le contact visuel avec des inconnus. Le yoga du rire permet également de retrouver son âme d'enfant ainsi que son plein potentiel de vitalité. Exemple de séance de yoga du rire. Tout le monde prend place dans le cercle et la séance débute par des exercices libératoires pour apprendre à lâcher les émotions, le stress, le dégoût, la peur et la colère. Puis la séance est articulée autour d'un thème choisi à l'avance par l'animateur. Par exemple, aller à la mer ou aller chez le coiffeur. Et nous vivons une journée imaginaire rythmée par des exercices de rire que l'on pratique tous ensemble en produisant des rires forcés. De manière à enclencher la machine et permettre ensuite de déclencher de vrais rires, les nôtres et ceux de nos camarades. Ces rires contrôlés se transforment donc rapidement en véritables rires et deviennent très vite contagieux. Lors d'une séance de yoga du rire, on s'autorise à rire copieusement, à rire à volonté, à rire chaleureusement, dans la plus grande bienveillance. Le cerveau ne fait pas la différence entre un vrai rire et un rire forcé, et libère tout autant de dopamine, d'ocytocine, de sérotonine et d'endorphine, qui sont les substances du bien-être. Les exercices de rire permettent de laisser vivre son enfant intérieur par un jeu d'imagination et de visualisation. La bienveillance du groupe est vraiment formidable et permet rapidement de laisser sortir des vrais rires. La séance se termine généralement par une méditation du rire, où chacun est invité à s'allonger sur le sol et participer au fou rire collectif durant une dizaine de minutes. À la fin de chaque séance, chacun est invité à partager son expérience et ses ressentis. Ce moment de partage est également un moment fort de la séance qui renforce l'empathie au sein du groupe, qui devient très vite un groupe d'amis, voire une seconde famille. La pratique du yoga du rire commence à s'installer à l'intérieur même des entreprises de manière à renforcer la cohésion de groupe. Il existe également des initiatives visant à organiser des séances de fou rire dans l'espace public, sur une place, dans les transports en commun ou encore dans les parcs. Le rire peut aussi être apporté auprès des personnes âgées, des personnes souffrant de maladies invalidantes ou de dépression. La pratique du yoga du rire peut également être une excellente thérapie familiale. Et il est maintenant évident qu'elle est en train de transformer la société pour lui permettre de renaître sous une forme plus harmonieuse, plus heureuse et plus solidaire. Le chant. Chanter est un excellent moyen de laisser jaillir nos émotions. Dans la pratique du chant spontané, les chanteurs sont invités à improviser des vocalises et donc à s'autoriser à laisser les mots et les sons sortir en contournant le filtre du mental. Le plus impressionnant, c'est qu'on est vite surpris par la qualité des mélodies improvisées et on découvre que l'esprit humain de création stupéfiante à partir du moment où on lui laisse libre cours sans appréhension ni jugement. Théâtre. De même que pour le chant, la pratique du théâtre est très bénéfique pour développer la confiance en soi, explorer et laisser jaillir les différentes émotions que l'on garde trop souvent contenues à l'intérieur de nous. C'est un formidable exercice pour jouer avec des personnages et étendre les limites de notre personnalité. Le théâtre d'improvisation permet également d'apprendre à relâcher le contrôle du mental sur ce que nous nous autorisons à dire. Conclusion. En retrouvant notre vraie nature, nous serons plus en paix avec nous-mêmes.
Nos relations seront plus riches et sincères et nous vibrerons de nouveau sur la fréquence de l'amour. Désapprendre de mauvaises habitudes n'est pas une chose simple. Il est important de faire de son mieux en admettant que ce ne soit pas facile et en s'offrant soi-même de la compassion, de l'indulgence et de l'autodérision. Il est également important d'apprendre à gérer notre mental, qui est une source d'insatisfaction permanente, en nous faisant courir après des désirs toujours plus grands et fuir les choses qui nous sont désagréables. Cela ne veut pas dire qu'il faut se refuser tous les plaisirs de la vie, mais plutôt qu'il faut apprendre à apprécier ceux qui sont à notre portée et réaliser que ceux-ci peuvent également disparaître ou évoluer à tout instant. Choisir son terrain d'action. Il peut être préférable pour faciliter ta reconstruction de te focaliser sur les relations avec les personnes de ton entourage qui sont dans une démarche d'évolution positive, avec lesquelles tu vas pouvoir développer ton empathie et te sentir libre d'être pleinement toi-même, en étant dans l'affection, le partage et la sincérité. Tu peux également te rapprocher d'associations ou de communautés religieuses qui sont déjà dans une démarche de partage et d'amour universel. Une fois avoir fait évoluer votre relation avec votre entourage proche et établi une vraie stabilité émotionnelle avec vos relations de confiance, vous pouvez ensuite étendre petit à petit votre bienveillance à toutes les personnes de votre quotidien et si possible à l'ensemble de l'humanité. Après tout, peut-être êtes-vous la réincarnation de Bouddha ou celle de Jésus et que ce message vous permettra d'ouvrir votre cœur pour réaliser votre plein potentiel d'amour infini. Plus sérieusement, je pense que tout être humain a le potentiel d'amour infini. Chaque être humain a le potentiel pour atteindre le meilleur de lui-même en faisant le choix de marcher dans cette voie qui ne dépend d'aucune religion et qui ne connaît aucune frontière. L'humanité est comparable à un lac où chaque humain est une goutte d'eau. Dans ce lac, tu peux continuer à être une goutte de peur et de colère, ou tu peux choisir d'être une goutte d'amour. Et c'est en somme le choix de chacun de nous qui détermine la nature du monde. L'amour de la peur au changement. L'amour est une prodigieuse énergie qui nous amène à dépasser la peur. Elle nous fait vibrer avec une intensité hors du commun, nous permet de dévoiler la meilleure partie de nous-mêmes, nous permet d'évoluer et de nous métamorphoser au-delà du possible. C'est une invitation à vivre avec intensité, de croquer la vie à pleines dents en ouvrant le champ des possibles. La vie retrouve sa magie. On redécouvre la fascination pour chaque instant, le chant des oiseaux, la beauté des fleurs. On a envie de chanter son bonheur, danser sa joie. Les tracas du quotidien glissent sur nous. Nous avons tout. Lorsque nous avons été amoureux, nous avons tous entrevu la possibilité d'un monde de paix, d'amour et d'harmonie. Mais nous doutons de sa réalisation par la difficulté que nous avons à gérer nos désirs et nos aversions, par le fait que les blessures de chaque humain les empêchent d'être pleinement eux-mêmes. Et même si, en ce moment, nous ne vivons pas l'histoire d'amour que nous souhaitons, nous pouvons tout de même nous sentir dans cette énergie d'amour en partageant. Le plaisir d'aimer est avant tout dans le fait de pouvoir partager son affection, plus que dans le fait de recevoir. Et si actuellement, vous n'êtes pas en couple, vous pouvez tout de même envisager chaque amitié comme une relation que vous pouvez faire évoluer dans l'amour et la bienveillance. De même que l'on peut apprendre à déclencher un rire sans autre raison que la volonté de rire, nous pouvons également créer la sensation d'être amoureux en repensant aux sensations que nous avons ressenties lors d'une précédente histoire d'amour. Extrait de la pièce de théâtre fictive Créer son bonheur. Acte 1, scène 1. Pierre, : Gérard, qu'est-ce que tu fais ? Gérard, : Eh bien, je me force à rire pour déclencher le rire. Pierre, et ça marche ? Gérard, non. Et du coup, c'est ça qui me fait rire. Et maintenant, je suis en train de m'entraîner à être amoureux. Pierre, bon,
Je vais te laisser. Courage. L'amour du couple. Afin de pouvoir bâtir une relation amoureuse équilibrée, il vous faut premièrement être votre propre générateur de bonheur. En étant capable d'enchanter vous-même votre quotidien, votre joie ne dépend d'aucune présence ou d'aucun confort matériel, puisque la vie est mouvement et que les choses se font et se défont, naissent, grandissent et meurent, dans une mesure qui nous échappe. Vous devez donc apprendre à jouir de la solitude pour enraciner votre bonheur dans votre unique présence et dans la puissance de votre esprit. Personne ne peut avoir la responsabilité de vous rendre heureux. Apprendre à aimer, être seul, diminuera les risques d'être émotionnellement déstabilisé par la potentialité de perdre l'amour de votre partenaire. Cela diminue donc la dépendance affective et la jalousie, et bien souvent, la peur de perdre mène droit à la perte. Un arbre bien enraciné dans sa verticalité est tourné vers la lumière. Il faut également être capable de développer de l'empathie pour l'ensemble du vivant et devenir votre générateur d'amour en appréciant chaque personne pour ce qu'elle est et non pour ce que nous imaginons qu'elle est, afin qu'elle puisse répondre à nos besoins. Créer des relations solides avec votre entourage vous permet de ne pas vous centraliser sur votre partenaire et donc de dépendre de sa présence pour pouvoir partager votre affection. Nous sommes des êtres multiples et évolutifs. Il n'existe donc aucune personne qui puisse partager tous nos points de vue et centres d'intérêt. C'est pourquoi il est vain de chercher une personne qui nous correspondra totalement. Il est donc plus raisonnable de partager avec chaque personne ce que nous avons en commun avec elle, plutôt que de chercher une personne avec qui tout partager. Un arbre capable de communiquer avec toute la vie présente autour de lui. Être capable d'irradier d'amour et d'aimer sans rien attendre en retour. Un arbre qui offre généreusement ses fruits. Dans cette optique, il est envisageable de bâtir une relation amoureuse, exclusive, saine, qui perdure dans le temps. Il existe autant de schémas de relations qu'il y a d'individus. Ils peuvent être exclusifs ou polyamoureux, du moment que la communication, le pardon et la franchise sont de mise. Il est vrai que l'on peut aimer plusieurs personnes, comme on peut avoir plusieurs amis, mais le temps disponible dans une journée n'est pas extensible. Témoignage de Pierre et de Lucie. Après une vingtaine d'années de thérapie de couple, nous sommes enfin parvenus à bâtir une relation stable, tellement stable que l'on joue maintenant à se fâcher pour se divertir. La sexualité sacrée. Les philosophies orientales, telles que le tantrisme, considèrent la sexualité comme un élément fondamental du développement psychique, physique, émotionnel et spirituel. Dans ce contexte, la communion sexuelle est considérée comme sacrée, participant à une véritable transformation intérieure capable de mener à l'éveil. Avant de pouvoir réaliser cette union, il est important d'être pleinement connecté à soi. L'entretien du corps par une alimentation saine, suffisamment d'exercice physique, mais également par l'étude de la respiration, des énergies vitales, des pensées et des émotions. Il faut parvenir à établir un équilibre entre tête et le cœur, le mental, les émotions. Tout cela permet de se reconnecter à notre nature divine. Il est important d'être pleinement connecté à soi afin de pouvoir accueillir pleinement la relation avec son ou sa partenaire et d'établir une connexion visuelle, vocale, tactile, émotionnelle, énergétique et enfin spirituelle. De par cette union sacrée, les partenaires entrent en osmose avec eux-mêmes ainsi qu'avec l'univers tout entier. L'amour pour l'humanité. Nous ressentons de l'amour pour nos proches, notre famille, nos amis, nos partenaires de vie, et nous pouvons étendre cet amour au reste de l'humanité. Chaque personne que nous apprécions ou non est importante pour ses proches, sa famille, ses amis, son ou sa partenaire de vie. C'est pourquoi nous devons respecter et prendre soin de chaque personne autour de nous, comme nous aimerions que l'on prenne soin des gens qui nous sont chers.
Il est temps pour l'humanité de s'unir en tant qu'espèce et étendre la paix. Nous devons penser à préserver la culture, la médecine, la spiritualité de chaque population, en n'oubliant pas les peuples autochtones tels que les aborigènes d'Australie, les Kanaks de Nouvelle-Calédonie ou encore les Maoris de Nouvelle-Zélande, qui, contrairement à nos sociétés, arrivent à vivre en harmonie avec la nature. Le Cercle de sages de l'Union des traditions ancestrales organise depuis 2008 une grande célébration du chamanisme, réunissant des guérisseurs du monde entier au cours du festival du chamanisme. Je me souviens d'ailleurs de l'édition 2019 du festival, qui après 4 jours de rencontres, d'ateliers, de thérapie chamanique, de danse et de musique traditionnelle, nous avions ponctué la dernière soirée, tous ensemble, avec la musique du groupe Téléphone intitulée Un autre monde. Tiens, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous la faire. Gérard, branche le micro. Micro, 2 points. Je rêvais d'une autre terre qui resterait un mystère, une terre moins terre à terre. Un grand moment de communion entre différentes cultures, sagesse et sensibilité du monde entier. Je pense qu'il est important de permettre de faire cohabiter la vie citadine avec le mode de vie tribal afin de préserver et de redévelopper la diversité et réenchanter le monde. L'amour des animaux. Il suffit de passer quelques instants avec des animaux pour constater qu'ils ont des émotions et une intelligence qui leur permettent de s'adapter à leur environnement. Quand l'humanité a quant à elle perdu une partie de sa capacité émotionnelle, elle n'est plus capable d'assurer sa survie dans le milieu naturel. L'intelligence est multiple et est basée sur un équilibre entre faculté émotionnelle et puissance de réflexion. Nous avons la capacité de ressentir de l'affection pour les animaux que nous avons en notre compagnie. Nous les aimons et ils nous aiment tout autant, sinon plus. Et nous pouvons exprimer la même bienveillance pour toutes les autres espèces de la création. Nous avons jusque-là eu tendance à limiter notre empathie pour les quelques espèces de notre quotidien. Mais aujourd'hui, les choses changent. Nos émotions se libèrent, nos yeux s'ouvrent. Et de même que nous ne supportons plus l'asservissement des différentes populations, nous supportons de moins en moins celles que nous infligeons aux autres espèces. De la même manière que nous ne mangerions pas ni nos semblables, ni nos animaux de compagnie, nous allons progressivement comprendre que cela n'est pas non plus acceptable pour les autres espèces. L'humanité est en train d'évoluer vers un niveau de conscience et d'amour qui lui permettra de bâtir un nouveau monde basé sur l'harmonie. Et il est plus qu'évident que le respect de toute forme de vie est une étape déterminante dans notre élévation spirituelle. L'amour de la nature. Il est également plus que temps de penser à préserver la qualité des sols et des cours d'eau, ainsi que la nature dans son intégralité. Nous devons aussi mettre fin à sa privatisation. En France, plus de 70% des forêts sont privées. Il est plus que temps de considérer la nature comme bien commun de l'humanité et de chaque être vivant, et non plus comme une marchandise exploitable. En ce qui concerne la nature, le terme de propriétaire pourrait être remplacé par le terme gestionnaire, qui permettrait de gérer de manière efficace les ressources, sans pour autant que quiconque puisse se les approprier. Pour ce qui est de l'action, des associations comme WWF, Greenpeace ou encore Aquaverde œuvrent à la protection de l'environnement. La société des boîtes. Une fois que nous avons ouvert les yeux sur nous-mêmes et sur le fonctionnement des individus, nous pouvons commencer à observer l'influence extérieure. Il y a des comportements qui viennent de la nature humaine, mais il y a aussi des influences provenant de l'organisation, de la société et ses règles du jeu. Et on peut voir que la société occidentale se constitue de structures opaques, qui manquent d'amour, mais qui sont heureusement en train d'évoluer. Commençons par mettre en lumière cette fausse vérité
qui insinue que l'homme est un loup pour l'homme, ce qui est absurde. L'humanité n'a pas pu survivre face au reste du vivant et aux différents prédateurs que par son intelligence et par la coopération. Nous avons coopéré pour former des tribus qui sont devenues des cités, puis des villes. Et l'apparition de l'argent et de la monnaie nous a donné l'illusion de ne plus dépendre les uns des autres. Il nous arrive de penser « Je peux tout faire, tout acheter, j'ai assez d'argent pour vivre seul. » Mais l'argent n'a d'utilité que parce que nous avons des gens autour de nous pour commercer. Aussi riche que vous soyez, vous dépendez de ceux qui ont coopéré pour construire les routes, de ceux qui ont coopéré pour construire votre voiture, votre maison, vos vêtements. Et oui, sans les autres, nous aurions les partis à l'air. Notre existence provient de la coopération, mais la société dans laquelle nous vivons est structurée de manière à nous apprendre la compétition. Cette société hiérarchique est en train d'évoluer pour se reconstruire autour de l'idée de coopération et de solidarité. La boîte éducative. L'éducation nationale fonctionne actuellement de manière à éduquer les enfants à la soumission au professeur, qui transmettra plus tard son autorité à un employeur, puis à la classe politique. C'est le premier apprentissage de la hiérarchie qui place l'enfant dans la passivité plutôt que dans l'interaction active. Même s'il est important que le professeur puisse transmettre son savoir, il est préférable de garder un certain équilibre dans la prise de parole, ainsi que de permettre la discussion entre les différents élèves afin que chacun puisse être respecté d'égal à égal. Les enfants sont également entraînés à la compétition. Lors d'un contrôle, celui qui sait répondre à la consigne réussit l'exercice, quand celui qui ne sait pas reste seul face à son échec. Alors que dans la vie, il aurait demandé de l'aide à quelqu'un et aurait partagé ses connaissances avec cette personne et ainsi développé ses capacités, ainsi que de nouveaux liens d'amitié. C'est également un type d'éducation qui se concentre avant tout sur le développement de 3 formes d'intelligence qui sont la mémorisation, la logique mathématique et la capacité à obéir rigoureusement à une consigne. Cela vient du fait qu'il n'est pas encore possible de fabriquer des machines qui pensent comme des humains et que le système éducatif s'active à formater les humains pour les faire agir comme des machines. Il existe d'autres formes d'intelligence qui ne sont pas assez mises en valeur, telles que l'intelligence verbale, existentielle, spatio-temporelle, artistique, émotionnelle, corporelle, intrapersonnelle et interpersonnelle. Cette forme d'éducation restreinte tend à éteindre la flamme de vie de l'enfant pour le formater en individu, en une personne qui par définition n'est personne. Au lieu de formater les enfants pour qu'ils ressemblent aux adultes qui ont perdu leur joie de vivre, nous aurions à l'inverse beaucoup à apprendre d'eux, afin de retrouver en nous l'enfant que nous étions, tout en les accompagnant pour qu'ils réalisent leur plein potentiel. Il existe un certain nombre d'écoles alternatives reposant sur d'autres modèles pédagogiques, comme celui de Montessori, de Freinet, de Steiner-Waldorf ou encore de De Crowley. L'éducation doit être un apprentissage de la vie, dans le respect du vivant et dans le but de rechercher un épanouissement personnel et général de la société. En permettant à chaque homme et à chaque femme de construire son épanouissement, en développant son autonomie, c'est toute la structure verticale de la société qui va évoluer, au travers de l'évolution des rapports au sein des entreprises, jusqu'au fonctionnement même de l'État et de la répartition du pouvoir politique. La boîte de l'activité. Il est également important de reconstruire l'autonomie des pays afin de diminuer la compétition entre les entreprises, mais aussi entre les États, compétition qui a largement augmenté avec la mondialisation. Produire et consommer ne doivent plus être des actions dictées par un intérêt économique, mais doivent avant tout répondre à un réel besoin des populations. La structure même des entreprises est en train d'évoluer en associations, coopératives et des sociétés coopératives ouvrières de production qui fonctionnent de manière plus démocratique, plus respectueuse de tous les acteurs qui la composent,
notamment dans la répartition du pouvoir de décision et des bénéfices. Avec le développement exponentiel de la robotique, le nombre d'heures nécessaires à la production des besoins essentiels diminue et va continuer à diminuer fortement au fil du temps. Il n'est donc plus nécessaire de maintenir de la compétition entre les travailleurs, et il serait au contraire plus sage de mieux répartir ces heures, afin d'établir un nouvel équilibre de vie plus sain pour l'ensemble de la population. Il est temps de mettre fin à la distanciation entre l'activité salariée, l'engagement bénévole et associatif, et celui au sein de la vie familiale, pour que chaque activité soit enfin reconnue pour sa valeur d'utilité publique. Il est également temps d'assurer les besoins de subsistance de chaque individu, afin que plus personne n'ait à mourir dans la rue ou par manque de soins. C'est pourquoi l'idée de revenu universel s'impose de plus en plus pour répondre à tous ces enjeux. Le choix d'un citoyen pour une activité professionnelle ne doit pas se faire à défaut pour assurer sa survie, ni uniquement dans le but lucratif. Un homme ne devient pas médecin dans le but de s'enrichir, mais bien pour prendre soin de ses contemporains. La boîte économique. Un point clé du malaise de l'humanité est le fonctionnement économique qui conditionne la survie au salaire. Avec les capacités actuelles de surproduction, chaque être humain devrait avoir accès au minimum vital d'eau et de nourriture, et cela sans aucune condition de ressources. L'argent est un outil formidable pour faciliter les échanges, mais son utilisation actuelle est catastrophique et mène aux plus grandes injustices. Alors que tellement de gens vivent et meurent dans la rue, d'autres possèdent plus de la moitié des ressources de l'humanité, pour ne citer que quelques noms parmi les 20 plus grandes fortunes mondiales, qui totalisent à elles seules plus de 1000 milliards de dollars. Il y a Jeff Bezos, principal actionnaire d'Amazon, possédant 131 milliards de dollars, Bill Gates, créateur de Microsoft, avec 96 milliards de dollars, Bernard Arnault, actionnaire majoritaire du groupe LVMH, avec 76 milliards de dollars, ou encore Françoise Bettencourt-Meyer, membre du comité de direction du groupe de L'Oréal, avec 49,3 milliards de dollars. Ce sont les personnes qu'il faut principalement remercier pour s'être accaparées la moitié des ressources de l'humanité. De la même manière qu'il faut garantir un minimum vital pour tous, il est capital de garantir également un maximum afin de préserver de l'avidité. C'est pourquoi l'idée d'un salaire universel apparaît de plus en plus incontournable, afin de libérer la population humaine des mauvaises utilisations de l'argent. Il faut aller explorer sa circulation depuis l'origine de sa création. Voilà un peu de pistes intéressantes qui crée l'argent définit les règles du jeu de la société. On voit par exemple que dans le jeu Monopoly, qui est une synthèse du capitalisme, à la fin, il ne reste qu'un seul gagnant et tous les autres finissent ruinés. Le monopole de la création monétaire et donc la gestion du fonctionnement des sociétés sont actuellement possédés par les institutions bancaires. Les banques sont des intermédiaires de confiance, c'est-à-dire que nous leur confions notre épargne pour qu'elle la sécurise. Lorsqu'un citoyen a besoin de plus d'argent, il demande à une banque de lui prêter une certaine somme et elle a plein pouvoir d'accepter ou de refuser de prêter l'argent qui ne lui appartient pas, tout en encaissant un pourcentage d'intérêt. De plus, les banques prêtent plus d'argent qu'elles n'en possèdent réellement. L'argent prêté est créé artificiellement par un jeu d'écriture bancaire à partir de la promesse de remboursement de l'emprunteur, et cet argent sera détruit une fois le prêt remboursé. Extrait de la pièce de théâtre fictive Argent fictif, dette fictive. Acte 1, scène 1. Banque, 2 points. Allô client ? Tu m'en rendras avec intérêt ou je saisirai ta maison, ta voiture, ta femme et ton slip, en vous souhaitant une belle journée. Par ce fait, elles ont un pouvoir de contrôle sur l'évolution de la société en choisissant les projets qu'elles souhaitent voir financés. Elles reversent ensuite une partie des intérêts à ses clients, de manière proportionnelle à leur capital. C'est-à-dire que plus
on est riche et plus notre richesse s'accroît rapidement. De plus, elles font payer des frais importants à ceux qui sont à découvert. De ce fait, il est évident que plus on est pauvre et plus on le restera, ce qui renforce de fait les inégalités de par leur fonctionnement structurel. Acte 1, scène 2. Banque, 2 points. Allô le pauvre, comme tu n'as pas d'argent, j'ai décidé de t'en prendre un peu plus. Je me disais foutu pour foutu, en vous souhaitant une bonne journée. Pour alourdir encore un peu plus le karma des banques, certaines d'entre elles ont des traders qui risquent l'argent de leurs clients pour s'enrichir et qui mettent en péril tout le système économique. Traders qui pour certains utilisent des super ordinateurs qui leur permettent d'effectuer un très grand nombre d'opérations de vente et d'achat par seconde. Il existe bien sûr des banques alternatives qui permettent à leurs clients de choisir l'utilisation qui sera faite de leur argent. Dans le cas de la NEF, qui est une coopérative de finances solidaire qui fonctionne en partenariat avec le Crédit Coopératif, mais cela ne représente qu'une infime partie de la solution. Nous sommes en droit de nous demander s'il est possible de vivre sans compte bancaire. Pour ce qui est du salaire, son versement doit obligatoirement être fait par chèque barré ou par virement sur un compte bancaire si son montant excède 1 500 € net par mois. L'indemnisation du chômage, les aides au logement, les minima sociaux, RSA, minimum vieillesse, etc. sont versés par virement et nécessitent d'être bancarisés. De même, le remboursement des frais médicaux par la sécurité sociale s'effectue sous forme de virement. Il est cependant possible de remplacer son compte bancaire par un compte nickel, qui est un compte de dépôt et de retrait d'argent qui s'ouvre facilement chez certains bureaux de tabac, qui fonctionnent sans condition de revenu et sans possibilité de crédit ni de découvert. Néanmoins, ce système de compte a été racheté à 95% par la banque BNP Paribas, mais aura toutefois servi à faire évoluer le système bancaire pour offrir une solution pour les personnes privées de compte. Il existe aussi ce que l'on appelle CEL, ou système d'échange local. Un CEL est un système d'échange de produits ou de services au sein d'un groupe fermé, généralement constitué en association. Il existe plus de 600 CEL en France, utilisant généralement une unité de CEL correspondant à 1 minute, c'est-à-dire qu'un service demandant 1 heure d'investissement correspondra à un versement de 60 unités. En ce qui concerne les prêts, il existe un certain nombre de sites web de prêts entre particuliers financement participatif. Il existe par exemple le site landosphère.com qui permet de financer des projets de transition énergétique, ou le site Bluebees qui permet de financer des projets liés à l'agriculture durable. Acte 1, scène 3. Citoyen, 2 points. Allô, la banque ? Finalement, ton crédit, tu peux te le garder. Voilà, le dossier, tu le roules. Enfin, tu m'as compris. Les crypto-monnaies telles que le Bitcoin ou l'Ethereum permettent également de révolutionner le monde de l'économie, de par le fait qu'elles soient décentralisées, c'est-à-dire qu'elles ne dépendent d'aucune banque ou d'aucun intermédiaire. Les crypto-monnaies fonctionnent sur le principe de la blockchain ou chaîne de blocs de données, c'est-à-dire que toutes les transactions effectuées par les utilisateurs de la monnaie sont inscrites dans un livre de compte qui n'existe pas en un seul exemplaire sur un serveur central, mais qui se trouve simultanément sur chacun des nœuds du réseau. Chaque utilisateur de ce réseau participe de manière automatique à vérifier la validité des transactions, ce qui permet de se passer des intermédiaires de confiance que sont les banques. Acte 1, scène 4. Citoyen, 2 points. Allô la banque ? Finalement, mon argent, je vais le convertir en crypto-monnaie. Du coup, tu n'auras plus de clients. Bah, qu'est-ce que tu vas devenir ? Eh bien, tu vas trouver un autre emploi, un truc honnête pour changer. Pour ce qui est des crypto-monnaies telles que le Bitcoin ou l'Ethereum, la participation des membres à la création de la monnaie par la force de calcul appelée minage est récompensée par l'obtention d'une quantité de cette crypto-monnaie, ce qui favorise les possesseurs de superordinateurs, rendant ces monnaies économiquement injustes.
Il existe par contre une crypto-monnaie française tout particulièrement intéressante intitulée la June, puisqu'elle fonctionne sur le principe du revenu universel. C'est-à-dire que chaque membre possédant un compte Cesium reçoit chaque jour un dividende universel qui évolue en fonction de la quantité de monnaie en circulation et de l'espérance de vie, de manière à garantir que tous les individus reçoivent dans leur vie la même part de monnaie. Le fonctionnement de la création de cette monnaie repose sur la théorie relative de la monnaie mise au point par Stéphane Laborde. Cette monnaie est actuellement la monnaie la plus éthique et la plus équitable et permet à la communauté d'assurer l'égalité et la sécurité financière de tous ses membres sans condition ni distinction. Pour plus d'informations sur la monnaie libre, https://monnaie-libre.fr. Pour intégrer le réseau de la monnaie libre June, https://www.lesous.org. Inscription. La boîte d'information. La qualité de l'information accessible à tous est un facteur capital dans l'établissement d'une réelle démocratie et plus globalement dans l'évolution d'une société saine, dans la mesure où la grande majorité des médias français, imprimés et télévisés, sont possédés par environ 40 des plus grandes fortunes du pays. Ce monopole médiatique détenu par ces groupes annule de fait l'objectivité des médias en leur possession, puisqu'ils ont la capacité de filtrer l'information qui dessert leur activité et qui risque de diminuer leurs profits. Nous voyons bien qu'aujourd'hui, leur position dominante, qui leur a permis de s'accaparer le monopole économique et médiatique, est de plus en plus remis en question et que l'utilisation qui est faite des médias n'est plus d'informer de manière objective, mais dans le but de détourner l'opinion publique des vraies questions en surexposant les informations qui amènent à la peur et la division par le biais de fausses informations et d'informations tronquées. Pour pallier à ce problème, de nombreux médias citoyens sont apparus dans le but de rétablir les vérités déformées et de partager les informations qui ont été mises sous silence. Ils ont notamment réalisé un travail remarquable de réinformation en montrant la réalité de terrain durant la première année du mouvement des Gilets jaunes, démontrant de ce fait la manipulation d'opinion diffusée par les médias traditionnels. Ces nouveaux médias sont apparus de manière spontanée par le travail de citoyens ordinaires et qui ont été directement financés par leur audience, ce qui offre une indépendance économique et leur permet de lutter contre la censure économique. Il y a par exemple TV Liberté, le média pour tous, le Cercle des volontaires ou encore Thinkerview. Il existe également des sites d'information qui prennent le parti d'informer sur toutes les choses incroyablement positives qui arrivent actuellement au niveau de l'écologie, des projets solidaires ainsi que des progrès technologiques. Il y a par exemple les sites positiveair.fr, pepsnews.com, ouidemain.fr et weshare.net, pour n'en citer que quelques-uns. Grâce à ces médias citoyens, la propagande télévisée est de plus en plus visible et évidente, et leur niveau de manipulation est devenu tellement grossière que c'en est devenu comique. Extrait de la pièce de théâtre fictive Média, acte 1, scène 1. Gérard, : Tu es sûr que ce que tu me dis est vrai ? Pierre, : Tu as vu le témoignage de certains experts ? Gérard : Oui, mais... Pierre : Ça passe à la télé ? Ça passe pas à la télé. Gérard : Ah oui, mince, ça doit être vrai alors. La boîte politique. La décision politique d'organisation de la vie en communauté est en train d'évoluer d'une organisation pyramidale vers une prise de décision plus démocratique. La mise en place de budgets participatifs dans les villes, l'idée du référendum d'initiative citoyenne qui permettra au peuple de voter ou de supprimer une loi, mais également de révoquer un élu. Il y a aussi la loi Coluche, qui permet une déduction d'impôt de 75% sur les dons faits aux associations. Expliqué autrement, cette loi permet aux citoyens
de choisir l'utilisation que sera faite d'une partie de leur impôt. Ce profond changement de répartition du pouvoir va de pair avec l'obligation de transparence, de partage de l'information et l'implication de la population dans l'organisation de la société, ce qui demande de fait une diminution du temps de travail afin d'avoir la possibilité donnée à chacun de se former les différents sujets de société. Actuellement, il existe le Conseil national de transition français qui propose une nouvelle manière d'administrer la France en remplaçant la fonction des ministres par des commissions d'experts citoyens, par la création d'une Cour suprême composée de citoyens régulièrement tirés au sort pour superviser l'action du gouvernement. Site du CNT, https://conseilnational.tv. L'idée de redonner le pouvoir au peuple, il y a par exemple le mouvement des gentils virus, monté par Étienne Chouard, qui a largement participé à diffuser l'idée du référendum d'initiative citoyenne et l'idée d'écrire ensemble une constitution du peuple pour le peuple. Site officiel http://gentilvirus.org. Extrait de la pièce de théâtre fictive Démocratie. Acte 1, scène 1. Gérard, tu vas voter pour qui la prochaine fois? Pierre. Non, Gérard. On va voter pour nos lois directement, ce sera plus simple. La boîte alimentation. Quand la science et la quête du profit s'emparent de l'agriculture. La population mondiale est en perpétuelle augmentation. Nous étions près de 2,5 milliards d'humains en 1950, presque 7,5 milliards en 2017. Et nous serons probablement plus de 9,7 milliards en 2050. Le modèle d'agriculture qui s'est imposé dans le monde avec le développement des innovations technologiques est un modèle de monoculture qui facilite le travail des machines et augmente considérablement la production, en diminuant le nombre d'heures de travail ainsi que le nombre de travailleurs nécessaires. De ce fait, la production mondiale de céréales a quasiment triplé depuis les années 1960, alors que la population mondiale a seulement doublé et que le nombre de travailleurs agricoles ne représente plus que 2 à 3% de la population dans les pays industrialisés. Mais ce modèle de monoculture nécessite l'utilisation massive de pesticides puisque les plantes cultivées, privées d'un environnement naturel, ne bénéficient d'aucune aide de leur environnement naturel afin de résister à des attaques et doivent donc être protégées artificiellement. Or, les pesticides utilisés sont responsables de l'empoisonnement des êtres humains et de la faune, mais aussi de la contamination des sols et de l'eau présente dans les sous-sols. De plus, l'action des labours, combinée à la chimie, appauvrit considérablement les sols, éliminant toute vie en son sein et en profondeur, de laquelle dépend pourtant tout ce qui peut pousser en surface. Les agriculteurs, devenus dépendants des outils motorisés, sont ensuite devenus dépendants des pesticides, ainsi que des engrais, qui permettent de fertiliser artificiellement les sols. En essayant de séparer chaque espèce végétale de manière à booster artificiellement leur production, les scientifiques ont démontré par le bilan désastreux de leurs techniques que tout comme les humains, les plantes sont faites pour la coopération. L'industrie de la chimie agroalimentaire s'est fortement enrichie par ce processus de scientifisation de l'agriculture au détriment de la fertilité des sols, de la santé et de la liberté des humains, mettant en péril toute forme de vie. Elle a également tenté de privatiser le vivant en développant des graines génétiquement modifiées pour être stériles et ainsi forcer les agriculteurs à en racheter à chaque nouvelle récolte. La principale entreprise responsable de ce crime contre le monde du vivant est l'entreprise Monsanto, rachetée par Bayer en 2016. L'agriculture industrielle est très consommatrice d'énergie, notamment de pétrole, autant pour la production que pour la distribution. Ce qui fait que les prix sont en forte augmentation. Selon la Banque mondiale, cette augmentation de 140% de 2002 à 2008. À ce jour, plus d'1 milliard de personnes sont sous-alimentées malgré les progrès importants de productivité.
La production mondiale actuelle pourrait nourrir 12 milliards d'individus, soit 1,5 fois la population mondiale, en modifiant notre régime alimentaire, puisque un tiers des céréales produites dans le monde sont utilisées pour nourrir les élevages. Il est temps de diminuer fortement, puis d'arrêter notre consommation de viande, qui en plus d'entraîner un gaspillage alimentaire, un gaspillage et une pollution des réserves d'eau, est aussi un processus esclavagiste des espèces animales. De plus, 1,6 milliard de tonnes de nourriture sont perdues chaque année, soit 30% de la production mondiale. Dans les pays en voie de développement, cette perte est due à des systèmes de stockage inadaptés, alors que dans les pays industrialisés, cette perte est due à la standardisation de la production qui met au rebut une partie de la production. Extrait de la pièce de théâtre fictive Monsanto ou tard. Acte 1, scène 1. Bayer. Humain, je vous l'explique pour votre bien, nous allons faire en sorte que, pour manger, ça passera forcément par nous. Grâce à notre science et sa superbe, plus rien ne poussera sans nos engrais et nos pesticides. Les sols seront ravagés et nous produirons tout directement dans des usines obscures. Vous avez des questions ? On voulait vous vendre du sang, mais vous en avez déjà, alors on se contentera de vous vendre de l'eau et des vaccins. Quand l'humain et la bienveillance reprennent du service. En privilégiant les circuits courts et une agriculture de proximité basée sur le principe de la permaculture, nous sommes actuellement en train de résoudre de nombreuses problématiques qui découlent de la monoculture motorisée. En associant sur un même terrain les plantes qui se protègent entre elles des insectes et des maladies, les cultures sont préservées, ainsi que la fertilité naturelle des sols. Les rendements au mètre carré obtenus en permaculture dépassent de très loin ceux de la monoculture industrielle et nécessitent par contre plus de travail manuel. La véritable intelligence humaine n'est pas de trouver comment lutter contre la nature, contre les insectes et les maladies en déstabilisant tout l'écosystème, mais de trouver comment vivre en cohésion avec ce même écosystème. Des mouvements internationaux comme celui du Food Not Bombs existent dans le but de glaner les denrées alimentaires non utilisées afin de préparer des repas véganes qui seront ensuite distribués gratuitement aux passants dans les lieux publics, aux personnes sans abri et lors d'événements militants. En France, le réseau AMAP, Association pour le maintien d'une agriculture de proximité, permet de mettre en relation les petits producteurs d'une alimentation naturelle avec la population locale. De nombreux pays possèdent des systèmes équivalents. C'est par exemple le cas du Japon, avec ses Teikei, signifiant en japonais coopération, alors qu'en France, un agriculteur se suicide tous les 2 jours. Nous pouvons choisir d'aller à leur secours en consommant leurs produits. Aidons les personnes qui nous nourrissent. Le label agriculture biologique ou label AB est un label de qualité français créé en 1985 qui permet d'identifier les produits issus de l'agriculture biologique. En Allemagne, la marque Demeter a été créée au début du XXe siècle, identifier les produits venant de l'agriculture biodynamique. La biodynamie est une technique naturelle de culture qui est plus exigeante que celle imposée par le label biologique. Elle propose notamment de respecter les cycles lunaires pour la plantation, en plantant en phase descendante pour aider à l'enracinement et en récoltant en phase ascendante. En France, l'association Terre de Liens lutte contre l'accaparement des sols par les plus gros acteurs industriels et aide les petits producteurs à s'installer. Le mouvement international, la Via Campesina, a œuvré à faire reconnaître la Déclaration des droits des paysans et des paysannes à l'ONU et ce texte a été adopté le 17 décembre 2018. Cette déclaration a pour but de préserver le droit à la terre et aux autres ressources naturelles, le droit aux semences, le droit à un environnement sûr, propre et sain, le droit à la diversité biologique, le droit à un revenu et des conditions de vie décentes, les droits culturels et savoirs traditionnels, ainsi que le droit à la souveraineté alimentaire.
Le mouvement des incroyables comestibles originaires d'Angleterre est animé par l'idéal de nourrir l'humanité de manière saine pour l'homme comme pour la planète, en suffisance, dans la joie et la dignité de chacun. Il propose de promouvoir l'agriculture urbaine participative, en invitant les citoyens à planter partout, là où cela est possible, et à mettre les récoltes en partage. Dans un futur plus ou moins proche, l'accès à la nourriture sera un droit incontournable à toute l'humanité, de même que l'accès à l'eau et à un logement. Extrait de la pièce de théâtre fictive Monsanto ou Tard, acte 1, scène 2. Pierre, ça coûte combien 1 kilo de pommes de terre? Gérard, mais Gérard, tu vas pas payer pour quelque chose qu'on plante partout et qui pousse presque tout seul. On en met partout, en campagne comme en ville. La boîte santé. Une approche holistique de la médecine consiste à considérer que la santé d'un individu résulte d'un équilibre interne au niveau physique, émotionnel, mental et spirituel. Ainsi, tout phénomène présent dans le corps doit être compris par une étude de l'être dans sa totalité. Le mot holistique étant dérivé du grec holos, qui signifie entier, c'est-à-dire qu'un problème de santé doit être étudié en fonction des 4 piliers que sont le niveau physique, émotionnel, mental et spirituel, et non seulement sous l'aspect mécanique du corps, comme le fait majoritairement la médecine conventionnelle. Cette médecine conventionnelle admet cependant l'existence de maladies dites psychosomatiques qui se caractérisent par des symptômes physiques qui affectent un organe ou un système physiologique et dont les causes sont principalement émotionnelles. La médecine holistique part du constat que la santé ne vient jamais de l'extérieur, c'est-à-dire d'un vaccin ou d'un médicament, mais plutôt par la mise en place d'un mode de vie sain au niveau de l'alimentation, de la gestion des émotions, avec un niveau suffisant d'activité physique et en évoluant dans un cadre relationnel sain. Tout cela participe à entretenir convenablement le système immunitaire du corps. L'être humain est un ensemble merveilleux qui est capable de prendre en main sa propre guérison. Encore une fois, cela fait partie de la médecine conventionnelle, mais intégrée de manière dénaturée dans le terme d'effet placebo. Un placebo est un procédé thérapeutique n'ayant pas d'efficacité propre ou spécifique, mais agissant sur le patient par des mécanismes psychologiques et physiologiques. Cela met en lumière la capacité naturelle de chacun de nous à être acteur de sa guérison. Pour ce qui est de l'alimentation, il est important de boire suffisamment d'eau, entre 1 et 1,5 litre, et fournir à son corps une alimentation naturelle et variée, en diminuant fortement, puis en arrêtant l'alimentation d'origine animale. Pour ceux d'entre vous qui se brusquent à l'évocation du principe de véganisme, il est important de rappeler que l'exploitation animale est responsable de 14,5% des émissions de gaz à effet de serre, ainsi que de la pollution des sols et des cours d'eau. De plus, cela oblige à utiliser 75% des terres agricoles qui servent à faire pousser la nourriture des élevages, terres qui pourraient être utilisées directement pour nourrir la population. Même au niveau des apports en protéines, dans l'exemple du bœuf seulement, 5% des protéines ingurgitées par le bœuf se retrouvent ensuite récupérées par notre organisme, alors que nous pourrions consommer directement des protéines végétales et que la consommation de viande est responsable de l'augmentation du diabète et des maladies cardiovasculaires. Nous voyons bien que ce type d'alimentation n'est pas viable, et cela s'explique simplement. Un mode de vie destructeur mène à notre propre destruction. Prenez un temps pour penser aux conditions d'exploitation et de massacre des animaux, et vous en viendrez à réaliser que vous ne souhaitez pas préserver ce mode d'alimentation, qui est en opposition avec votre volonté de vibrer sur une fréquence d'amour universel. Il est également possible de passer à une alimentation crudivore qui permet de conserver toute la richesse des aliments altérés par la cuisson, et également de faire des périodes de jeûne afin de permettre au corps de mieux se régénérer. Il est également important d'apprendre à gérer ses émotions pour ne pas les garder bloquées au fond de soi, puisque cela est un facteur important dans le déclenchement de maladies. Pour cela, l'expression artistique est un formidable outil.
Nul besoin de compétences particulières, et peu importe le résultat, l'important est d'y prendre plaisir. Il y a les activités qui permettent de mettre le corps en mouvement comme la danse, le yoga, les activités qui permettent de libérer les émotions par la voix, comme le théâtre et le chant, ainsi que les activités qui permettent d'entretenir l'imagination et la créativité, comme l'écriture et le bricolage. Enfin, il est également important d'apprendre à gérer ses pensées, afin de pouvoir vivre paisiblement. Pour ce faire, la méditation est un outil formidable. Vous pouvez vous asseoir en tailleur et vous recentrer sur vous en vous concentrant sur votre respiration. Le double bénéfice de la méditation est qu'il en existe bien d'autres, et d'apaiser votre esprit tout en vous permettant de mieux respirer, ce qui est également très bénéfique. Une bonne respiration permet une oxygénation complète du sang, ce qui permet aux cellules de recevoir l'énergie indispensable à leur bon fonctionnement. Extrait de la pièce de théâtre fictive. Le rire, c'est la santé. Acte 1, scène 1. Gérard. Bonjour, je vais prendre 2 entrées pour le dernier humoriste en date. Voilà, oui, j'ai ma carte vitale. Ça va me coûter combien? Guichetier. Rien du tout, monsieur. La santé est devenue gratuite pour tous. Bonne séance. Les religions et la spiritualité. Que l'on soit athée, croyant ou spirituel, tout le monde possède une philosophie de vie. Le plus important est de faire en sorte que notre manière d'imaginer le monde respecte celle des autres et soi. Un facteur de connexion émotionnelle. Quelles que soient vos convictions, je vous conseillerais de vous ouvrir à différentes spiritualités pour les étudier, les comparer et voir ce que vous pouvez en apprendre, puisque chacune d'elles possède de nombreuses vertus. Et le fait de les étudier vous permettra de mieux entrer en empathie avec le reste de l'humanité. Population mondiale. Selon l'Organisation des Nations Unies, nous étions entre 1,55 et 1,76 milliard en 1900, près de 6,1 milliards en 2000, près de 7,55 milliards au 1er juillet 2017, et il est estimé que nous serons environ 9,8 milliards d'habitants en 2050. Il est évident que plus nous serons nombreux et plus la gestion et la répartition des ressources naturelles sera compliquée, plus la pollution sera importante et donc plus la qualité de vie va se dégrader. Il est donc important que l'ensemble de l'humanité prenne conscience de cet enjeu et poursuive l'effort de diminution du nombre de naissances afin de trouver le bon équilibre. Ensemble pour un monde d'amour. Depuis quelques années, nous sommes de plus en plus nombreux à être conscients de notre malheur dans cette société d'égoïsme, d'exploitation et de compétition. Mais nous sommes bien souvent isolés les uns des autres, désorganisés et englués dans des relations nocives qui plombent notre énergie et notre motivation. Les mots amour et paix sont devenus dans l'esprit collectif synonymes d'utopie, de douces rêveries niaises. Nous avons été persuadés que l'humain est mauvais par nature, en ignorant le fait que chaque humain vient justement au monde avec un cœur pur. Le monde connaît plusieurs tentatives de révolution. De nombreuses parties de la société sont en train d'évoluer avec l'apparition de médias citoyens pour contrecarrer la mainmise des médias qui véhiculent la peur et les fausses informations de propagande. Il y a des associations qui luttent contre la corruption, des associations qui luttent pour le respect des animaux, contre les violences faites aux femmes, pour préserver la biodiversité et une alimentation saine, etc. De nombreuses actions sont en œuvre de manière simultanée, mais elles sont encore aveugles de leur unité, qui se trouve être l'amour universel et le respect du vivant. Et c'est cet étendard d'amour universel qui vient à présent fusionner toutes ces luttes. Il est temps pour nous d'évoluer vers une organisation de société plus équitable et plus humaine. Remerciements. Je remercie toutes les personnes merveilleuses qui m'ont aidé à écrire ce livre, toutes les personnes qui s'impliquent d'une manière ou une autre pour aider le monde à évoluer. Si nous pouvions nous compter, nous pourrions réaliser que nous sommes de nombreux millions. Je vous aime tous et toutes. Aimons-nous,
les uns les autres en observant la naissance de ce monde d'amour.